Carmen, auteur, Prosper Mérimée. Une rencontre sous haute tension. Imaginez un archéologue français, un peu têtu, errant sous le soleil de plomb de l'Andalousie en 1830. Notre héros cherche désespérément le site d'une vieille bataille de Jules César, mais tout ce qu'il trouve, c'est une soif de tous les diables. Coup de chance, il déniche une source d'eau fraîche cachée dans une gorge. Coup de stress, le spot est déjà occupé par un inconnu au regard sombre, armé d'une espingole qui ne sert probablement pas à chasser les papillons. Alors que son guide local, Antonio, est à 2 doigts de l'évanouissement par pure terreur, notre narrateur décide de jouer la carte de la diplomatie du tabac. Entre gentlemen, ou presque, on partage les bonnes choses. Le brise-glace, un cigare de la Havane offert pour détendre l'atmosphère, spoiler, ça marche toujours, même avec les bandits. Le festin, quelques tranches de jambon de Montilla dévorées par l'inconnu, qui semble n'avoir pas mangé depuis le siècle dernier. L'imprudence, ignorer les signes de panique du guide pour accepter de faire route avec ce mystérieux cavalier vers l'auberge la plus proche. C'est le début d'une amitié improbable, ou peut-être juste d'une très mauvaise idée. Mais quand on préfère les vieux bouquins à sa propre sécurité, on finit forcément par vivre des aventures bien plus croustillantes que la stratégie de César. Un dîner presque parfait, ou pas. Une fois à l'auberge, l'ambiance est rustique. Notre narrateur, qui a visiblement trop lu de fiches de police, grille direct son compagnon. C'est Don José, un bandit de grand chemin recherché. Mais au lieu de paniquer, il applique une logique très espagnole. Si on a partagé un cigare et un plat de piments explosifs, on est pratiquement frères d'armes. Le danger, c'est tout de suite plus charmant quand on le regarde d'un point de vue purement touristique. Mélancolie et mandoline. Entre 2 verres de vin, Don José gratte quelques cordes et chante un air basque. Sous ses airs de Satan de Milton, on sent un homme brisé par l'exil, loin du cliché du tueur froid. L'attaque des punaises. La nuit tourne au fiasco à cause d'une invasion d'insectes assoiffés de sang. En sortant prendre l'air pour sauver sa peau, notre héros tombe sur une trahison en plein air. Il surprend son guide, Antonio, en train d'envelopper les sabots de son cheval avec des morceaux de couverture pour s'éclipser sans bruit. Le plan est simple, dénoncer Don José au lancier pour empocher une prime de 200 ducats. La loyauté c'est bien, mais l'argent frais c'est mieux. La suite s'annonce comme une course contre la montre entre honneur et trahison. L'honneur plutôt que la prime. Alors qu'Antonio s'éloigne au galop, rêvant déjà de ses 200 ducats, notre narrateur se retrouve face à un sacré dilemme moral. Doit-il laisser son guide livrer Don José ou respecter les lois sacrées de l'hospitalité? Finalement, c'est le cœur qui parle. Il secoue brutalement le bandit pour le tirer de ses rêves. Don José, d'abord prêt à dégainer, comprend vite que le vent tourne. Remerciant son sauveur avec une dignité surprenante, il s'éclipse dans l'ombre juste avant que les lanciers ne débarquent, essoufflé et surtout bredouille. Antonio fait grise mine. La trahison, c'est payant seulement quand on attrape le client. Escapade à Cordoue et nymphe d'eau douce. Après ce petit intermède riche en adrénaline, notre archéologue reprend sa route vers Cordoue. Entre 2 vieux manuscrits chez les Dominicas, il s'accorde une pause sur les quais du Guadalquivir. Là, il assiste à une tradition locale assez particulière. Au son de l'Angélus, les femmes de la ville se jettent à l'eau pour un bain collectif dans l'obscurité. C'est un joyeux chaos où l'on devine plus qu'on ne voit, ce qui n'est pas pour déplaire aux poètes du coin, et aux voyeurs, soyons honnêtes. Une rencontre qui sent le jasmin. C'est dans cette ambiance vaporeuse qu'une mystérieuse jeune femme s'assoit près de lui. Vêtue de noir, un bouquet de jasmin dans les cheveux, elle ne semble pas intimidée pour un sou. Elle apprécie la politesse française. Elle adore fumer, ce qui tombe bien, notre narrateur a de bons cigares. Elle finit par accepter une glace à la Neveria. L'ambiance est posée. Entre fumée de tabac et parfum de fleurs, le narrateur est sur le point de découvrir que Cordoue réserve des rencontres bien plus électrisantes que de vieux bouquins poussiéreux. L'enchanteresse et le bandit. Installé à la lueur d'une bougie, le narrateur découvre enfin l'identité de sa mystérieuse compagne. Elle s'appelle Carmen, elle est bohémienne et, selon elle, dotée de pouvoirs occultes. Notre chercheur, qui a un petit faible pour les superstitions et visiblement pour les ennuis, se laisse séduire par sa beauté sauvage et ses yeux de loup, au point de la suivre dans son antre pour se faire tirer la bonne aventure. L'ambiance tourne vite au film de genre. Entre un caméléon séché et des cartes usées, Carmen commence ses incantations, quand soudain, la porte vole en éclats. Un homme enveloppé dans un manteau brun surgit, furieux. Coup de théâtre, c'est Don José, le bandit rencontré plus tôt. S'ensuit une dispute électrique en langue bohémienne où Carmen, d'un geste de la main sous le menton, semble suggérer qu'une petite gorge tranchée, celle du narrateur pour ne pas la nommer, réglerait bien des problèmes de discrétion. Heureusement pour notre héros, José a encore un reste de gratitude. Il refuse de jouer les bouchers et escorte le français jusqu'au pont, lui sauvant probablement la mise. De retour à son auberge, le narrateur fait un bilan mitigé de sa soirée. Le point positif, il a toujours sa tête sur ses épaules. Le point négatif, sa précieuse montre en or, elle, a décidé de rester définitivement chez Carmen. Un peu penaud, mais guéri de sa curiosité magique, il finit ses recherches et quitte Cordoue avant que le destin ne l'y ramène quelques mois plus tard pour une rencontre encore plus surprenante. Les confessions d'un condamné.
À peine notre voyageur a-t-il le temps de digérer la perte de sa montre que le destin le propulse dans une cellule. Le redoutable José Navarro s'est fait pincer. Loin de lui en vouloir pour son vol, le narrateur rend visite au brigand avant qu'il ne soit garrotté. Entre deux bouffées de cigares, José, sentant la fin approcher, décide de vider son sac et de confier une ultime mission pour sa famille en Navarre. C'est ici que le récit bascule dans le passé. Tout commence à Séville, où José était alors un jeune brigadier basque, bien sous tout rapport, posté devant une manufacture de tabac. C'est là qu'il croise pour la première fois l'ouragan Carmen. Alors que José tente de rester pro et imperturbable face à cette bohémienne provocante au jupon rouge, celle-ci décide de s'amuser de son sérieux. Le choc est immédiat. Après quelques moqueries bien senties sur son passe-temps de dentelier, elle lui lance une fleur de cassis en plein visage. Un geste provocateur qui, José le sent déjà, vient de sceller son destin et de mettre le feu aux poudres de sa vie rangée. L'art du morpion sanglant et de la manipulation. À peine cette fleur ramassée et cachée près de son cœur, première erreur fatale, José est catapulté en plein chaos. À la manufacture de tabac, l'ambiance est passée de travail à la chaîne à ring de catch. Carmen vient de redessiner le visage d'une collègue à coups de couteau, pour une simple histoire d'argent et d'âne. José, chargé de l'escorter vers la prison, se retrouve alors face à une manipulatrice de haut vol. Oubliez les battements de cils classiques, Carmen sort l'arme absolue. Elle lui parle basque, sa langue natale. En jouant sur la corde sensible du pays et en lui racontant une vie imaginaire de pauvres voisines persécutées, elle court-circuite totalement le cerveau de notre brigadier. José, complètement hypnotisé par ce faux parfum de nostalgie, accepte de simuler une chute lors d'une bousculade dans une ruelle étroite. Le résultat, Carmen s'évapore dans les rues de Séville avec une agilité déconcertante, tandis que José ramasse ses galons et sa fierté à la petite cuillère. Pour avoir laissé filer la gazelle, notre héros finit dégradé et direction le cachot pour un mois. On peut dire que la fleur de cassis commence à lui coûter très cher, et ce n'est probablement que le début des problèmes. Un pain, une lime et beaucoup de regrets. José croupit donc en cellule, l'esprit hanté par le souvenir de la bohémienne et l'odeur de sa fleur de cassis. Mais Carmen a de la suite dans les idées. Elle lui fait livrer un pain surprise. À l'intérieur, une lime pour scier ses barreaux et une pièce d'or. C'est l'Uber Eats de l'évasion. Pourtant, José, avec son honneur de soldat un peu trop rigide, refuse de s'enfuir. Il préfère purger sa peine, tout en gardant précieusement la pièce, touché par ce geste qui prouve qu'elle ne l'a pas oublié. La gifle sociale est le rendez-vous à Triana. À sa sortie, c'est le retour à la réalité. José est dégradé et se retrouve simple soldat, de corvée de garde devant la maison de son colonel. Manque de bol, une fête bat son plein. Et qui voit-il descendre d'un carrosse ? Carmen, parée d'or et de rubans, prête à faire le show pour les officiers. Elle le nargue d'un « Agur Laguna », salut l'ami, bien piquant, avant de lui murmurer un mystérieux rendez-vous à Triana chez un certain Livas Pastia. Une note de confiserie pour une nuit d'oubli. Une fois son service terminé, José court la rejoindre. Carmen l'entraîne dans une frénésie de shopping. Oranges, saucissons, manzanilla et surtout une montagne de bonbons. Il s'isole dans une maison louche où, après avoir corrompu la vieille propriétaire avec des sucreries, Carmen décide de payer sa dette. La fête, elle danse comme une folle avec des morceaux d'assiettes cassées en guise de castagnettes. Le sacrifice, totalement envoûté, José ignore l'appel du clairon de la caserne. Le constat, pour une journée de passion, notre héros vient de jeter sa carrière militaire aux orties. José a choisi son camp, ce sera Carmen plutôt que les galons, et tant pis si cela doit finir dans le sang ou la boue. De la consigne au crime, la descente aux enfers. Puisque José a troqué son uniforme contre les beaux yeux de Carmen, la suite ne manque pas de piment ni de danger. On retrouve notre amoureux transi en faction devant une brèche dans les murs de la ville. C'est là que Carmen réapparaît, avec une proposition indécente, laisser passer ses amis contrebandiers. José tente de jouer les soldats intègres, mais face au chantage affectif de la bohémienne, qui menace de séduire son officier à sa place, il craque lamentablement. La consigne, envolée, tout comme ses derniers lambeaux de dignité militaire. Mais le destin aime les rebondissements dramatiques. Un soir, alors qu'il espère un tête-à-tête romantique chez la vieille Dorothée, José tombe nez à nez avec son propre lieutenant, visiblement venu pour les mêmes faveurs. L'ambiance devient électrique. L'insulte, l'officier le bouscule et le frappe au visage. Le duel, le sang de José ne fait qu'un tour. Les épées sortent, les coups pleuvent. Le point de non-retour, dans la confusion, José embroche son supérieur. Un partout, la balle au centre. Mais José est désormais un meurtrier. Pas de panique, Carmen a l'habitude de gérer les cadavres encombrants. Elle éteint la lampe, déguise José en paysan valencien et le cache dans un repère secret. Après une nuit de sommeil sous l'effet de drogues mystérieuses, José se réveille avec une gueule de bois monumentale et une nouvelle carrière toute tracée. Carmen est lucide. Il est trop niais pour être un grand voleur, mais il est costaud. Sa reconversion est actée. Ce sera la contrebande ou le peloton d'exécution.
José n'a plus qu'à apprendre à aimer l'odeur de la poudre et les sentiers escarpés. Un mariage, des vols et quelques cadavres. José s'adapte vite à l'odeur de la poudre, grisé par cette vie de rébellion où il croit enfin posséder Carmen. Sauf que la réalité pique un peu. Il découvre que sa belle est mariée à Garcia Le Borgne, une brute épaisse qu'elle vient de faire évader. L'ambiance au bivouac devient électrique, surtout quand Garcia achève froidement un camarade blessé lors d'une traque pour ne pas s'encombrer d'un poids mort. Entre deux déguisements de Carmen pour piéger de riches touristes anglais, José glisse doucement de la contrebande au vol de grand chemin. Il comprend un peu tard que l'amour l'a transformé en un véritable hors-la-loi. Comme quoi, une jolie fille et un mauvais tempérament sont les meilleurs ingrédients pour finir avec une prime sur la tête. L'espion qui venait du verger. Puisque notre cher José est désormais un pro de la gâchette, ses camarades l'envoient en mission d'infiltration à Gibraltar. L'objectif, retrouver Carmen, disparue des radars. Pour passer inaperçu au milieu des soldats anglais, José se transforme en modeste marchand d'oranges. Mais attention, la discrétion n'est pas son fort quand son sang navarrais ne fait qu'un tour. En déambulant dans les rues, il tombe sur un spectacle qui lui file une migraine instantanée. Carmen, vêtue de soie et de bijoux, pavanant au bras d'un officier britannique richissime. La belle ne perd pas le nord. Elle fait passer José pour un paysan basque un peu idiot auprès de son milord, tout en l'insultant copieusement en langue basque sous le nez de l'anglais qui n'y comprend que dalle. C'est brillant, audacieux, et José a une envie folle de sortir le couteau. Malgré la jalousie qui le ronge, il accepte de suivre le plan machiavélique de sa gitane. L'appât. Carmen convainc l'anglais de l'emmener en voyage vers Ronda. Le traquenard. Les bandits attendront le convoi dans la montagne pour un détroussage en règle. Le coup de vis. Carmen suggère discrètement de laisser Garcia, le borgne, se faire descendre pendant l'attaque pour s'en débarrasser. Mais José, s'il est devenu un criminel, garde un reste d'honneur. Il refuse de trahir son camarade Garcia, préférant régler ses comptes d'homme à homme. Il quitte donc la ville pour rejoindre ses complices dans les bois, le cœur lourd et le pistolet chargé, prêt à attendre ce convoi qui s'annonce explosif. Un duel, un deuil et un nouveau rival. Le face-à-face tant attendu ne se joue pas sur une route de convoi, mais autour d'un tapis de cartes. José, qui a la rancune tenace et le couteau facile, accuse Garcia de tricher. Le ton monte, les lames sortent, et c'est le choc des styles, la garde accroupie andalouse contre la posture droite navarraise. José tranche littéralement le débat en ouvrant la gorge de Garcia. Voilà notre héros veuf de son rival et prêt à reconquérir sa belle. Après avoir expédié l'anglais de Carmen lors d'une embuscade, parce qu'un seul mort par jour c'est trop peu, José récupère sa place de mari officiel. Mais l'ambiance n'est pas aux chandelles. Carmen, toujours aussi cynique, lui rappelle que si Garcia est mort, c'est juste que son heure était venue, et que celle de José approche. Ambiance romantique, n'est-ce pas? La suite de leurs aventures tourne à la catastrophe. Le dencailleur meurt lors d'une embuscade militaire sanglante. José finit avec une balle dans le corps, sauvé de justesse par une Carmen transformée en infirmière dévouée. Alors que José rêve d'une vie honnête en Amérique, Carmen ricane. Elle préfère le trafic de coton et les sensations fortes. Le vrai nuage noir arrive sous les traits de Lucas, un picador de renom. Carmen commence à développer une obsession malsaine pour ce nouveau venu, vantant son courage et ses gains financiers. José sent le vent tourner et pose un ultimatum, mais en connaît Carmen. Lui interdire une chose, c'est lui donner le mode d'emploi pour la faire. C'est dans ce contexte de jalousie explosive que José finit par croiser la route de notre narrateur. Le terminus des prétentions. José n'en peut plus. Après avoir vu Carmen acclamer son torero, qui finit d'ailleurs piétiné par un taureau, justice poétique, il tente le tout pour le tout. Il l'enlève et lui propose l'Amérique, une vie honnête et l'oubli. Mais Carmen a le goût du risque et l'entêtement d'une mule. Elle ne l'aime plus et préfère mourir libre que de rester avec lui par dépit. Malgré les larmes et les supplications de José, elle reste de marbre, persuadée que son destin est écrit. Dans une gorge solitaire, face à un refus ultime et une bague jetée au visage, José perd pied. Il la poignarde 2 fois avant de l'enterrer avec ses secrets dans la forêt. Il finit par se livrer à Cordoue, le cœur en miettes, blâmant l'éducation sauvage décalée pour ce gâchis monumental. Rideau sur une tragédie où la liberté a coûté bien plus que quelques pièces d'or. Portrait d'une nation invisible. Après ce bain de sang en forêt, il est temps de comprendre qui sont vraiment ces calés, que Don José accuse de tous ces maux. Mérimée range son costume de romancier pour celui d'ethnographe et nous amène dans le sud de l'Espagne, à la rencontre de ce peuple nomade aussi fascinant qu'insaisissable. On les croise partout. Les hommes sont experts en maquignonnage et en contrebande, tandis que les femmes lisent l'avenir et vendent des potions, plus ou moins licites. Physiquement, c'est du brutal. Un teint sombre, un regard de fauve mêlant audace et timidité, et, disons-le franchement, une allergie chronique au savon, surtout pour les matrones. Entre code d'honneur et arnaque de génie. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car sous la crasse et les haillons battent un cœur d'une loyauté absolue, mais uniquement envers leur propre race.
Voici ce qu'il faut retenir de leur philosophie de vie. Solidarité d'acier. Un bohémien préférera toujours une couche de paille parmi les siens plutôt qu'un lit d'hôpital chez les gentils. Religion caméléon. Ils adoptent la foi du pays pour avoir la paix, sans jamais vraiment y croire. Leur seule vraie peur, le contact des morts. L'art de l'entourloupe. Spécialistes des filtres d'amour, leur coup favori consiste à vous faire coudre des pièces d'or dans un mouchoir avant de disparaître avec le tout. En résumé, pour eux, nous sommes tous des pigeons. Comme le dit si bien une vieille gitane après avoir arnaqué une ménagère, pour empêcher un poêle de fumer, le plus simple est de ne pas y faire de feu. Imparable. Apparu mystérieusement au XVe siècle, il reste aujourd'hui encore l'énigme la plus stylée et la plus rebelle de l'Europe. L'énigme du verre et du voyage. Si ces rebelles ont longtemps laissé planer le mystère sur leur patrie d'origine, point d'Égypte à l'horizon. C'est vers l'Inde et ses racines sanskrites que leur langue nous pointe du doigt. Véritables caméléons linguistiques, les bohémiens ont ramassé des mots comme on collectionne des souvenirs de voyage, intégrant du grec, de l'allemand ou de l'espagnol à leur dialecte au fil des siècles. C'est d'ailleurs là que le récit devient fascinant. Un voyageur de la Forêt Noire et un habitant d'Andalousie auraient aujourd'hui un mal fou à s'entendre, tant leurs parlers respectifs ont muté au contact des locaux. Heureusement, il leur reste quelques mots de survie universels pour se reconnaître, comme le pani, l'eau ou le manero, le pain. Mais ne les sous-estimez pas, car ils ont aussi infiltré notre propre langage. Saviez-vous que vous parlez peut-être romani sans le savoir? Le texte nous révèle que le mot chourin, le couteau, vient directement de chez eux. Même notre mot frimousse serait une habile combinaison de leurs termes pour désigner le visage. L'auteur conclut cette analyse avec une pointe d'ironie et un proverbe bien senti. En bouche close n'entre point mouche. Une manière élégante de nous rappeler que, malgré ses études, le secret de ce peuple reste bien gardé derrière une porte verrouillée par les siècles. Les coulisses d'un mystère. Si la porte semble verrouillée, l'auteur nous laisse tout de même quelques clés de lecture dans ses notes finales, un peu comme des bonus cachés à la fin d'un film. On y découvre une sagesse populaire pleine de piquant, où l'on apprend avec une pointe d'humour qu'une promesse de nain consiste surtout à cracher loin. Pas franchement le contrat du siècle, n'est-ce pas? Le récit s'enrichit de détails surprenants qui complètent le tableau. La divisa, ce nœud de ruban qu'il faut arracher à un taureau vivant par pur romantisme, un sport extrême que je ne vous conseille pas pour un premier rendez-vous. La légende de Marie Padilla et sa ceinture ensorcelée, qui, par un tour de passe-passe visuel, se transforme en serpent aux yeux d'un roi terrifié. Une précision identitaire. Si les bohémiens d'Allemagne comprennent le mot Calais, ils préfèrent de loin se nommer entre eux Roman et Tchavet. C'est sur ces touches finales, entre folklore et linguistique, que se referme cet ouvrage. Un trésor précieusement conservé et numérisé par les bénévoles de Wikisource, permettant à ses secrets de traverser les époques sans prendre une ride, ni risquer de se transformer en serpent.